l'empreinte directe de ces fluctuations quantiques du vide qui engendrent la complexité. Alors ça, c'est quand même un peu phénoménal quand même. Donc on observe quelque chose. Nous, là, on est là, on regarde une image qui a été imprimée il y a 13,8 milliards d'années, mais dont une partie de l'image, la partie à grande échelle, est en fait totalement non modifiée depuis les tout premiers instants de l'univers. Alors, c'est un côté satisfaisant. Et puis, on peut aussi se poser la question, mais alors finalement, c'est quoi là tout ce qui est là, qu'est-ce que vous en faites? Là, il se trouve que ces fluctuations, pendant ces 380 000 ans, elles vont évoluer. Je vous ai dit, en fait, elles vont évoluer sous forme... Ces grumeaux, en fait, ils vont osciller parce qu'il y a la pression du rayonnement. Enfin bon, ils vont avoir de la physique classique qu'on peut parfaitement décrire. Simplement, le détail de cette évolution-là va dépendre du cocktail, c'est-à-dire dans quel univers on se trouve. Si vous imaginez, vous faites une expérience de pensée, vous prenez ces fluctuations et vous les mettez dans un univers où il y a un peu plus de rayonnement, un peu plus de matière, ou qui s'étend un peu plus vite, vous rajoutez un peu des perlimpinpins divers et variés, vous allez avoir, en fait, pour les mêmes conditions initiales, vous allez avoir, aux petites échelles, des fluctuations qui ne vont pas avoir la même tête, parce qu'elles auront évolué dans un cocktail qui est légèrement différent. Donc vous voyez qu'à ces plus petites échelles, vous voyez en fait la trace où l'empreinte qui a déjà existé en là. Ces fluctuations sont transformées selon en fait la recette de l'univers. Donc vous avez accès directement, enfin, quasiment directement, à ces propriétés de l'univers à grande échelle. Et donc c'est pour ça que vous avez non seulement quelque chose sur les conditions initiales, mais aussi sur les propriétés moyennes de l'univers dans lequel elles se sont développées. Donc voilà ce que cette image, parce que moi j'y vois, même si on peut évidemment me dire, mais l'inflation, vous n'étiez pas là, oui certes, j'étais pas là, mais en revanche, on y reviendra peut-être un petit peu, d'un point de vue méthodologique, de toute façon, tout ce qu'on fait toujours, c'est toujours de développer des modèles et de les confronter avec des observations, et déclarer qu'à un moment donné, un modèle est un bon modèle parce qu'il est capable de décrire de manière cohérente et si possible économique les observations, et éventuellement il va même permettre de faire des prédictions. Donc ce qui nous permet de penser que finalement on comprend, entre guillemets, la manière dont les choses évoluent. Oui. Pourquoi on a choisi 1 degré? Non, on n'a pas choisi. C'est quand on regarde la distance que peut parcourir la lumière pendant 380 000 ans, ça correspond à une certaine échelle en nombre de mégaparsecs. Quand on regarde cette échelle de mégaparsecs à cette distance-là, ça correspond à 1 degré sur le ciel. Et en fait, ce degré-là, il code une information supplémentaire, c'est qu'en fonction du degré de courbure de l'univers entre nous et il y a 380 000 ans, ce degré, en fait, ce chiffre-là encode la courbure moyenne de l'univers. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais... Donc en fait, le degré, c'est simplement la traduction du fait qu'il y a une certaine distance, qui est la distance que peut parcourir un rayonnement, et que cette échelle caractéristique est vue à une certaine distance de nous. Voilà, c'est de là que sort le degré. Donc, mais une fois que toute l'explication est donnée, voilà, quand je regarde cette image-là, aux échelles plus grandes que le degré, dans le cadre explicatif qu'on a, eh bien, je vois les choses qui n'ont jamais pu communiquer entre elles. Enfin, je vois des points du ciel où il n'y a pas eu le temps pour que quelques processus, quelques messagers puissent passer entre eux et, disons, leur dire de s'homogénéiser ou de fabriquer cette image. Voilà. Alors, ben ça c'est pour vous donner une petite idée, justement, c'est aussi dans le... J'ai regardé un petit coup d'œil dans le document, ben voilà, ça c'était la carte de WMAP, maintenant c'est celle de Planck, vous voyez un zoom, vous voyez que la carte de Planck est beaucoup plus détaillée, et alors ça va avoir un intérêt, parce que le fait qu'on ait une mesure beaucoup plus détaillée de toutes ces petites structures, etc., ça veut dire qu'on comprend beaucoup mieux le cocktail univers, les différents paramètres, et que, en fait, ça va nous aider à remonter, disons, aux toutes premières époques, qui est vraiment, disons, la période de l'inflation. Bon, si j'ai le temps, je reparlerai de ça un peu plus tard. Alors,
évidemment, j'ai essayé de le faire un peu avec les mains, mais maintenant, comment se fait ce contact avec la théorie et les modèles? Parce que finalement, ce que vous voyez, c'est des petites tâches. Et donc, il y a bien un moment donné, les petites tâches, il va bien falloir le traduire en quelque chose qui soit un peu plus mathématiquement solide. Alors, en fait, d'abord, quand on a quelque chose sur la sphère, on fait le transformer en harmonique sphérique. C'est une transformée mathématique qui permet, en gros, d'enregistrer. Vous pouvez imaginer que ça, c'est comme si, imaginez que vous regardez que la Terre soit entièrement recouverte d'océan, qu'il y a des vagues, et vous pourriez vous poser la question de, finalement, ça c'est une superposition de vagues de différentes tailles, hein, d'accord? Donc en fonction de la distance crête à crête, eh bien vous allez vous poser, crête à crête des vagues, vous allez vous poser la question de quelle est la hauteur de ces vagues. Et vous allez faire un diagramme qui va vous donner, en moyenne, moyenné sur toute la sphère, quelle est la hauteur des vagues de cette image, qui permet de fabriquer cette image en fonction de la taille de ces vagues. Alors, par exemple, voilà une courbe de ce genre-là. Et bien, cette courbe de ce genre-là nous dit, voilà, à une certaine échelle caractéristique, 1 degré justement, on s'attend à ce que les vagues soient plus hautes. Ça, c'est la hauteur des vagues en fonction de leur fréquence, en fait. Désolé, c'est la fréquence, c'est pas la longueur d'onde. Donc, en fait, d'un point de vue théorique, en fait, on ne prédit pas une image comme ça. Parce qu'on n'y était pas. On ne peut pas donner le détail. Tout ce qu'on peut dire, c'est, voilà, dans un certain type de théorie, les vagues d'une certaine taille vont être plus ou moins hautes. Vous ne pouvez pas dire, la théorie ne va pas vous dire, autrefois, dans tel coin de l'univers, il y avait une vague à tel endroit. Ça, c'est pas possible. Bon, tout ce que vous pouvez dire, c'est, si je fais un census, une mesure de l'ensemble des vagues, je vais voir qu'en moyenne, celles de telle taille sont plus ou moins hautes. C'est ça que vous allez pouvoir faire. C'est ce que cet objet-là fait. Cet objet-là dit, voilà, je vais mesurer, je transforme cette image pour mesurer la taille des vagues en fonction de leur hauteur. Et ça, c'est ce que la théorie est capable de prédire. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on a envie d'aller mesurer dans le ciel. Alors, un petit mot sur la théorie, comment ça se passe? En fait, il faut donner un certain nombre d'ingrédients. Il faut commencer par avoir un cadre conceptuel général. Donc il va falloir commencer par avoir des choses du genre, il existe des lois qui sont les mêmes partout dans tout l'univers. Par exemple, la relativité générale s'applique de la même manière là-bas il y a longtemps qu'ici et maintenant. Ça, c'est une chose. Vous allez pouvoir éventuellement postuler, pour voir si c'est utile, que l'univers est en moyenne homogène et isotrope. Vous allez avoir un certain nombre de principes de ce genre-là. Donc en gros, vous allez avoir des lois. Et puis vous allez aussi définir un contenu de l'univers. Vous allez dire, ah mais oui, mais cet univers-là, ce cocktail-là, je vais le faire, puisque je suis théoricien, donc je peux faire ce que je veux. Je vais mettre tant de neutrinos, tant de matière usuelle, je vais le faire étendre comme ça. Donc vous allez définir des paramètres. Et puis avec un peu de sueur, plus exactement de technologie qu'on apprend à l'école, la grande école, on est capable de tourner la manivelle, entre guillemets, de dire, et ben voilà comment elle doit ressembler, voilà à quoi elle doit ressembler cette courbe-là dans cet univers-là. Et puis évidemment, vous pouvez faire ça sous différentes hypothèses. Vous allez pouvoir varier les détails des paramètres du modèle, et à chaque fois, vous allez obtenir une courbe un peu différente. Et puis vous allez dire, par exemple, supposons que les fluctuations primordiales, au cours d'une phase d'inflation, par exemple, elles aient eu telle propriété. Ça fait partie aussi de vos paramètres, des choses des ingrédients que vous cherchez à mesurer. Donc, tout ça mis bout à bout, finalement, ce qu'on fabrique, et ça a été fait bien avant même qu'il y ait les premières mesures, c'est avec la théorie. En fait, moi, je développais des courbes de ce genre-là, c'est pour tout vous dire, avant même qu'il y ait la première mesure instrumentale avec Kobe. Donc, c'est un cas très très particulier où, en fait, on a développé le cadre théorique beaucoup, avant même d'avoir eu les premières observations, ce qui fait que quand on a vu qu'une partie de nos développements prédisait effectivement ou permettait de décrire ce qui était observé, c'est un sentiment assez agréable. Voilà. Et qui fait penser que on est quand même sur le bon chemin. Parce que c'est pas par hasard qu'on tombe sur une courbe de ce type-là. Alors, pour résumer ce que je vous ai dit un peu d'une autre manière, voilà, cette courbe-là,
eh bien, enfin, ce type de courbe, voilà, quand on varie certaines propriétés de l'univers, sa courbure, son contenu, son énergie noire, sa matière noire, etc., eh bien, la courbe se déforme comme ça. Donc vous pouvez voir que cette courbe, finalement, c'est une empreinte digitale d'un type d'univers donné. Et donc, bah, c'est très facile. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un catalogue d'empreintes digitales préexistants. On va mesurer l'empreinte digitale de l'univers et on regarde ce qui correspond. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas tout à fait, mais il y a quand même un petit contenu supplémentaire, c'est que mesurer une empreinte digitale, on pourrait dire, bah oui, mais là je la constate. C'est un peu plus que ça parce que c'est quand même à partir de physique, c'est-à-dire de lois, de choses qu'on comprend. Et donc en fait, ce diagramme-là qui sort de cours que je faisais il y a 15 ans, c'est pas le détail, mais on comprend exactement pourquoi la courbe se déforme de telle manière en fonction de tels paramètres. Donc il y a une intelligence derrière, on comprend ce que